Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Grégoire Juglaret, champion du monde de pêche à la mouche, et il va partager avec nous un moment pour nous expliquer comment il a réussi à vivre de sa passion. Bonjour Greg, comment vas-tu? Oui, ça va bien, ça va bien. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui comme invité et on va pouvoir en savoir un peu plus et savoir comment tu es arrivé là où tu en es arrivé là aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous expliquer comment cette passion est venue à toi? Merci beaucoup pour ton invitation. Et puis, c'est un cadre un peu particulier parce qu'on se connaît dans le cadre familial, ce qui est quand même rarement le cas avec pour les rencontres que je fais dans le cadre de ma passion et de mon métier généralement. Donc, c'est sympa. Ça change un petit peu des autres on va dire des autres diffusions que j'ai pu faire. Donc, impatient de t'écouter et puis de travailler ensemble aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de ma passion, alors c'est une passion qui est née tout petit sur les bords de la Loire. J'ai grandi en grande partie sur les bords de la Loire, à côté de Saint-Étienne. Et puis, on va dire pour partager un moment entre garçons, mon père m'emmenait pêcher au bord de la Loire tous les dimanches ou tous les samedis. Enfin, quand on allait là-bas. Et puis on parlait là de pêche comme on peut l'entendre en général, donc une pêche relativement récréative. Et puis très rapidement, sur les coups des 9 ans, j'ai fait la rencontre de la pêche à la mouche, donc qui est une pêche qui est dite sportive. Et puis je pense que j'ai toujours été compétiteur dans l'âme, donc en parallèle de ça, ça m'a permis de réunir deux passions, la passion de la pêche, enfin même trois passions on va dire, parce que je suis et attiré par la pêche et par les milieux aquatiques en général, et pas du tout par rapport à la pêche en elle-même, mais vraiment par cet environnement-là. Et puis je suis un amoureux de la compétition en général et du sport en général. Donc pour réunir toutes ces passions-là, ça a été pêche à la mouche et dans le cadre de compétition, donc inscription dans un club à Lyon, dont je fais toujours partie là, le GBS Lyon Centre. Et puis de là, on a découlé plein de choses. La compétition, ce qui était génial chez les enfants, parce que chez les enfants et les adolescents, c'est une passion qui est tellement peu commune que à l'école, tu n'oses pas en parler, tu passes pour un peu un extraterrestre parce que tu as une passion qui a rien à voir avec celle des autres gamins qui vont au foot, qui vont au basket ou qui sont sur les consoles de jeu le reste du temps. Et là, quand tu fais des compétitions juniors à l'échelle nationale, tu te retrouves avec plein de gamins qui sont exactement dans ton cas. Et tu te rends compte que t'es pas seul. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui est assez fantastique, quoi, pour un gamin. Et puis, de là, tout ce que j'ai fait autour, mes études ont été tournées autour des milieux aquatiques. D'abord, alors je suis parti en échec complet d'un bac S sur la région lyonnaise. Et puis, qui m'a amené rapidement, en fait, je savais ce que je voulais faire en post-bac. Et donc, je voulais absolument faire un BTS en gestion et maîtrise de l'eau, toujours pour rester dans ce milieu-là. Au départ, peut-être un petit peu avec des idées de plutôt environnement, plutôt ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas s'il existe toujours, le GPN, gestion et protection de la nature. Et puis, avec un peu de réflexion, c'est un BTS qui ouvrait peu de perspectives véritablement professionnelles, contrairement à la gestion et maîtrise de l'eau. Et ça restait dans le contexte, donc ça allait bien. Mais par contre, pour arriver à ça, tous les profs nous expliquaient que il y a pas, les profs de l'enseignement général, il y a pas d'autre choix que de passer par un bac S. Donc j'ai attaqué par un bac S en bon petit soldat, et puis ça s'est pas bien passé du tout. Alors pourquoi ça s'est pas bien passé? Même aujourd'hui, j'aurais du mal à le dire. Il y a peut-être 1000 raisons. Et je me suis retrouvé à aller à un salon de l'étudiant où j'ai rencontré les professeurs qui seraient mes profs plus tard en BTS et qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais en S quoi? Il y a un bac par rapport à ton profil. Et c'est là où malheureusement j'ai pas eu la chance de rencontrer quelqu'un comme toi avant qui aurait pu m'aider à me remettre sur les bons rails plus tôt. Mais bon, c'est comme ça.
Après, plus tôt, ça aurait peut-être été trop tôt. Je sais pas. Et qui m'ont dit, il y a un bac qui est fait pour toi, c'est le bac STAE. Donc, Sciences et Technologies, de l'agronomie environnement. Et STAE, aujourd'hui, ça s'appelle STAV, l'agronomie et du vivant. Pour ça, il y avait plusieurs collèges, lycées, qui proposaient ça. Et notamment le lycée où je rêvais d'aller en post-bac, c'est-à-dire Poisy, en Haute-Savoie, qui est un lycée agricole, qui avait pignon sur rue dans ces domaines-là, qui était vraiment à la pointe et qui l'est toujours. Et j'ai eu la chance, malgré le retard accumulé au lycée dans l'enseignement général, de pouvoir entrer dans cette école, parce qu'il y a des profs qui m'ont fait confiance et ça s'est super bien passé, quoi. Et de bons, je vais pas dire bon dernier de la classe parce que c'est pas vrai, mais bon, c'est le ventre mou de la classe là, qui avance parce que il se bat pour avoir la moyenne ou à peine plus. Je me suis tellement révélé là-dedans que ça s'est super bien passé et puis que la suite de mes études, ça en a découlé, quoi. Donc voilà, et puis toujours en parallèle de la compétition et toujours plein de choses comme ça. Donc toujours un pied dans l'eau et puis l'autre dans la pêche. Donc en fait les deux pieds dans l'eau, quoi. Et puis Voilà. au final ça se résume à ça. Et puis BTS et puis après un BTS par alternance dans la gestion dans la gestion de l'eau, quoi. Pour avoir une carte un peu plus large, j'ai fait une licence pro à Saint-Étienne dans tout ce qui est commerce. Donc c'était un TCPSI, technico-commercial, produits, services industriels. Et là, ça m'a amené à faire plein d'autres choses. Et notamment, un jour, je reçois un coup de fil. Donc là, j'étais déjà dans le milieu professionnel. Je reçois un coup de fil d'une grande marque qui fabrique et vend des produits de pêche à la mouche, qui cherchait à recruter un commercial. Et d'ailleurs, plutôt un technico-commercial, vraiment avec une approche très technique de la pêche, parce que c'était un métier qui demandait d'apporter beaucoup de conseils. Donc le profil technico était important. Et c'est une marque une grosse marque française, là, les mouches des Charrettes, que je côtoyais depuis que j'étais tout petit, quoi, parce que ça reste un petit milieu. Et en janvier 2011, je suis rentré dans cette boîte pour travailler sur la commercialisation de leurs produits sur la moitié est de la France. Je peux même pas dire que c'était un rêve d'arriver là, parce que je n'y attendais pas. Pour moi, ça restait le côté passion. J'avais mon côté professionnel d'un côté, mon côté passion de l'autre. Et du coup, j'en suis arrivé là. J'ai travaillé avec eux avec vraiment, vraiment énormément de plaisir pendant 8 ans. Et puis après, pour des raisons familiales, j'ai souhaité un petit peu plus me poser parce que j'étais tout le temps sur la route. Et puis, reprendre une activité. J'ai un de mes amis là qui avait un bureau d'études dans la gestion de l'eau. Donc, reprendre mon activité en gestion de l'eau. Donc, j'ai monté mon bureau d'études, là, Libellule, 1er janvier 2019. Et puis, voilà, je suis parti là-dessus pendant vraiment à 100% sur le bureau pendant 2 ans, avec toujours une petite activité mouche en parallèle, parce que j'avais des collègues, plus facilement des guides, avec qui je travaillais déjà quand j'étais chez aux mouches de Charette, qui me demandaient de faire des animations régulièrement. Donc, je venais pour faire des démonstrations de pêche à la mouche quand ils organisaient des animations. Donc, je suis toujours resté en contact avec cette clientèle. Et puis voilà. Alors, sans jamais passer on va dire, l'objectif de devenir guide de pêche, parce que c'est un métier vraiment à part entière. Beaucoup me demandent si je fais du guidage, etc. Et c'est quelque chose que on va dire, c'est un métier que je n'aime pas. Autant j'apprécie être guidé, autant je n'aime pas guider parce que j'ai l'impression de perdre le côté passionnel. Donc le guidage, je n'en fais pas. Je remets quand on me demande, je redirige vers des guides qui aujourd'hui sont partenaires de ma société. Mais sinon, je fais pas de guidage. Alors j'interviens de temps en temps, toujours pareil. Quand on me demande de faire une animation, je vais faire une animation, mais c'est tout. C'est un beau parcours quand même. Et puis quand tu me donnes le micro, je parle beaucoup. Voilà. C'est pas grave. Mais bon, là, il faut que je puisse poser des questions quand même. Vas-y. Pas tout dire d'un coup. Pas de souci. Donc, tout à l'heure, tu as commencé à nous dire justement que la pêche à mouche, c'était un sport. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est la pêche à la mouche pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, la pêche à la mouche, on va chercher avec des matériaux naturels ou synthétiques à faire un assemblage sur un hameçon qui va ressembler à un insecte ou à un poisson ou à quelque chose. Donc, on pourrait parler d'un leurre qui va être destiné à tromper un poisson pour le capturer
Généralement un salmonidé. Enfin, à l'origine, c'était pour les salmonidés, donc pour les truites, on va dire en général, les truites, les ombres, voilà, principalement des poissons d'eau douce. Après, ça a été étendu un petit peu aux carnassiers, après un petit peu plus aux poissons de mer, etc. Mais à la base, c'est vraiment pour tromper les poissons d'eau vive. Et et c'est un insecte, enfin c'est un leurre là, cette imitation d'insecte qui va avoir un poids complètement négligeable, donc qui ne peut pas être lancé avec une canne comme on imagine une canne à lancer classique, parce que le poids étant trop faible, ça ne partirait pas. Donc on utilise une canne particulière avec une ligne particulière qu'on appelle une soie, soie juste parce que à l'origine c'était fait véritablement en soie. Et c'est cette soie qui va servir de lest pour pouvoir envoyer à la distance que l'on souhaite et cette mouche là qui va imiter l'insecte dont les poissons se nourrissent à un moment précis. Ok. Et donc après, vous gardez pas les poissons, enfin, vous les tuez pas, vous les relâchez, c'est ça, à la Alors pêche à la mouche? ça c'est vraiment selon la volonté de chacun. Ah, il y a eu une mouvance, il y a eu quelques années en arrière, allez, on va dire il y a une quinzaine d'années en arrière, qui était un petit peu intégriste, qui était vraiment de relâcher 100% des poissons. Et après, on a fait enfin, on est revenu à quelque chose parce que pendant très très longtemps, c'était une pêche qui était véritablement alimentaire. Notamment dans le Massif central, il y avait plein d'endroits où la pêche à la mouche, c'était une façon de subvenir aux besoins de la famille, soit en mangeant directement le poisson, soit en le vendant au restaurant pour contre quelques francs à l'époque, pour pouvoir alimenter la famille. Et puis c'est devenu, il y avait vraiment c'est une pêche qui avait ces deux facettes complètement différentes, donc soit purement alimentaire, soit très élitiste, comme pouvait l'être le golf à une époque, et qui se retrouvait notamment dans les grandes villes, un petit peu sur des réseaux très fermés et très élitistes. Et dans les années 90, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Et au milieu coule une rivière, dont on parle toujours un peu, qui passe régulièrement à la télé, parce que c'était un des premiers films, notamment avec Brad Pitt, C'est et ça. tourné par Robert Redford. Donc c'est un film qui a été un film un peu mainstream et qui a vraiment démocratisé la pêche à la mouche, qui a fait que la population de pêcheurs à la mouche a explosé donc dans les années 90 et qui est devenue accessible à tout le monde. En plus, l'avènement des matériaux nouveaux, notamment le carbone, a permis de réduire les coûts de fabrication des cannes à pêche notamment, et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus accessible et ouvert à tout le monde. Donc il y avait vraiment ces deux profils-là, soit très élitistes, soit purement alimentaires. Et puis après, donc dans les années 90-2000, là, il y a eu la mode qu'on a appelée du no-kill, donc de prendre et relâcher l'ensemble des poissons. Et quelque part, si quelqu'un gardait un poisson, il était vraiment mal vu. Et puis depuis quelques années, on est revenu à une pêche un peu plus raisonnée, en se disant, on est quand même acteur du milieu, on est naturellement, l'homme est un prédateur. On s'est rendu compte aussi scientifiquement que le prélèvement raisonné n'avait pas d'impact sur le milieu. Et du coup, ben, entre le moment où on gardait tout et puis le moment où on s'est mis à tout relâcher, ben, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Et du coup, ben, aujourd'hui, il y a des gens qui gardent du poisson, il y a des gens qui en gardent pas. Perso, je garde très peu de poisson parce que je n'aime pas forcément le poisson d'eau douce au goût. Et puis ça sert à rien de garder un poisson si c'est pas pour le consommer derrière. Donc voilà, c'est vraiment au choix de chacun, Ok. Chacun choisit. complètement. Donc, voilà. Pour vivre de ta passion, tu as mis plusieurs activités en place, je suppose, pour pouvoir vivre de ta passion. Oui, parce que c'est un petit milieu. Donc, soit et puis en plus, le fait d'avoir créé le bureau d'études, je pensais ne plus du tout vivre de la pêche à la mouche, mais revivre uniquement de la gestion de l'eau. Et puis, je me suis rendu compte que je passais encore énormément de temps à faire du conseil auprès des pêcheurs pour les équipements, voilà, pour leur conseiller au mieux leurs futurs achats. Mais c'était plusieurs heures par jour. Au bout d'un moment, il a fallu que je rentabilise un petit peu ce temps-là. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un manque de conseils, notamment sur le net, parce que il y a de très très bons conseils sur Internet, pas de souci, mais bien souvent ils sont noyés dans la masse et on s'y perd. On s'y perd et j'imagine que c'est dans chaque passion pareil. Donc là, pour un petit peu rationaliser la chose, j'ai essayé de monter donc le site qui s'appelle Performance Fly Fishing, donc qui est né il y a 2 ans, en parallèle du bureau d'études. Et j'ai monté cette société avec ma compagne. C'est vraiment un projet familial. Alors j'ai la chance
d'avoir une compagne que tu connais bien, qui travaillait dans la pêche à la mouche également, qui a travaillé pour les mouches de Charette, c'est là où on s'est rencontrés, qui s'occupait du conditionnement, qui s'occupait de la compta, qui s'occupait en fait, de tout ce que j'aime pas, parce que pour le coup, on a des profils hyper complémentaires. Elle connaît le milieu de la pêche à la mouche, mais plutôt le milieu matériel, et du coup, moi, je connais plus la partie application. Et du coup, on se complète bien. Et le but, c'est vraiment de travailler ensemble et de fonder un projet familial ensemble avec un rythme. Alors, on reparlera un petit peu du rythme parce que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à appréhender. Mais voilà, donc on travaille ensemble. Et aujourd'hui, c'est passé de 0% de chiffre d'affaires sur la partie pêche de loisirs, parce que j'étais 100% sur le conseil, à 90% de mon chiffre Ok. en l'espace de 2 ans. Oh, super. Et donc, il y a d'autres activités que tu fais en plus? Donc moi, je vais avoir principalement donc le site qui représente, je te dis, une majeure partie de mon activité. J'ai écrit beaucoup dans les magazines également en tant que pigiste, donc j'avais pas un salaire fixe. C'était un salaire très variable en fonction des piges que je pouvais faire dans les magazines. On a dit toujours le bureau d'études sur du conseil. Alors de conseil pur en gestion de l'eau, je suis passé vraiment en conseil plus développement du tourisme pêche, avec du conseil auprès des fédérations, du conseil auprès d'offices du tourisme, que ce soit en France ou à l'étranger. Je travaille beaucoup avec l'office, avec une société qui gère le développement du tourisme pêche en Italie, dans une zone des Dolomites, là, dans la région du Trentin. Voilà, pour donner un exemple de client. Après, l'activité véritablement liée à la vente de matériel de pêche, et une activité de développement produits pêche également. Donc, j'interviens en conseil auprès de certaines marques où je fais je design des produits, et puis la partie magazine, quoi. La partie magazine et les quelques animations que je fais avec des guides de pêche, et notamment une société qui s'appelle Fish and Trip, là, qui est une société de guidage. Ok. Donc, je suppose que tu n'as pas de journée type. Ça se ressemble jamais à une journée type. Oh non, Tu peux faire plein. alors c'est ce qui est génial et ce qui est difficile à la fois. La journée type, généralement, on va dire hors période de pêche. Donc à ce moment de l'année, là, on est aujourd'hui le 13 décembre. Une journée type, c'est bien souvent, je me réveille, j'ouvre les réseaux sociaux. Ouais, alors c'est très marrant parce qu'avant l'enregistrement du podcast, tu me parlais de LinkedIn. Autant je pouvais travailler avec LinkedIn quand j'étais 100% sur le bureau d'études, parce que du coup c'était beaucoup de relations entre professionnels. Aujourd'hui, vu que j'ai 80 à 90% de relations avec en B2C, donc directement avec le client final, j'utilise beaucoup plus Facebook, même si Facebook est en train on va dire de passer le pas de manière générationnelle, quoi, mais énormément avec Instagram pour communiquer sur l'actualité de la société. Donc le matin, première chose, c'est les réseaux sociaux. Ensuite, c'est direction le bureau pour traiter les commandes qui ont été passées la veille. Dans la gestion d'un site en ligne, il y a deux façons de fonctionner. Soit tu travailles avec le stock des fournisseurs et du coup tu as un délai de livraison. Soit tu pars du principe, et c'est le principe qu'on a eu ici pour performance, de livrer au plus tôt. Donc c'est-à-dire de tout avoir en stock à l'atelier. Je pars du principe qu'on est tous passionnés, et la passion de la pêche, tu la prends au bord de l'eau, mais tu la prends aussi quand tu es chez toi et que tu prépares ton matériel. Et si c'est pour acheter un produit parce que tu as le coup de cœur, parce que quoi que ce soit, parce que tu en as besoin, si c'est pour acheter un produit et qu'il arrive 15 jours après chez toi, c'est pas le but. Donc, on a l'intégralité des références en stock à l'atelier, et une commande qui est passée le matin ou jusqu'à 14 heures, elle part l'après-midi même. On a le bureau de poste qui est à côté et ça part l'après-midi même. Donc, généralement, le matin, une fois que les réseaux sociaux sont faits, je viens au bureau pour traiter tout ce qui est commande. Donc, éditer, préparer au fur et à mesure qu'elle tombe jusqu'à 14 heures pour pouvoir
et encore un petit peu après si on a encore un peu de temps, parce que les expéditions se font à 15h30. Donc, généralement, jusqu'à 15h30, une commande qui tombe, allez, avant 15h, on peut l'expédier le jour même. Et puis, le lendemain matin, on traite les commandes qui sont tombées l'après-midi à partir de 15h, quoi. Après, il y a référencement des produits. En plus, à cette période de l'année, vu que c'est une activité qui est hyper saisonnière, on va dire que toute la partie hivernale, on reçoit les commerciaux qui nous présentent les nouveautés et puis on sélectionne les nouveautés. Encore une fois, quand j'ai créé Performance, c'était vraiment pour pouvoir partager un maximum de conseils. Donc, je ne mets en référence que des produits que je teste personnellement pour pouvoir les conseiller parfaitement. Je prends pas un produit au hasard dans un catalogue en disant ça ira bien sur le site. Non, je fais pas ce type de travail. Tout ce qui est sur le site, c'est quelque chose avec laquelle j'ai eu la chance de pêcher ou de monter des mouches ou voilà. Donc là, visite des commerciaux et puis après c'est du travail sur le site en lui-même à rentrer des produits. Voilà une journée type. Et puis alors c'est une journée type à cette période. Sinon, aller faire tester du matériel au bord de l'eau. On a la chance d'avoir des rivières à côté, donc quand la période de pêche est ouverte, j'essaie de condenser ce qu'on a dit juste avant là sur la partie sur le matin et l'après-midi d'être au bord de l'eau pour faire essayer du matériel quand un client a besoin d'essayer du matériel. Donc ça, c'est une partie de l'activité. Et puis également, alors ça c'est plus on va dire un plaisir qu'on a eu avec un de mes amis, c'est qu'on a récupéré la gestion d'un plan d'eau qu'on a mis en réservoir pour que les gens puissent pêcher toute l'année. Un réservoir, c'est un plan d'eau qui est destiné à la pêche à la mouche. Donc, il est dans le Nord-Isère, donc il est un petit peu loin, mais mon collègue habite beaucoup plus près. Et ça permet d'avoir cette activité-là en plus, parce que sinon, on avait trop de temps. Donc, on avait trop de temps. Donc voilà. Donc, il y a aussi cette petite activité autour du plan d'eau qui est véritablement qui est à cheval entre mes deux activités et bureau d'études et site de vente, parce que du coup on a mis en place une gestion un peu particulière sur cette pièce d'eau qui est un petit peu un plan d'eau test pour proposer des activités pêche. Ok. Et donc tu travailles tous les jours, le week-end compris ou pas? Oui, alors là encore, on est sur un mode de fonctionnement qui est absolument pas routinier. Alors ce qui est bien, c'est qu'on travaille dans notre passion. Donc au final, on se rend pas trop compte qu'on bosse, même si c'est énormément d'heures. Mais aujourd'hui, tu me demanderais le nombre d'heures que je travaille par jour, je serais incapable de te le dire. Par exemple, là, le podcast qu'on est en train de tourner aujourd'hui, c'est un plaisir de le faire, donc je le considère pas comme du temps de travail. Donc l'heure d'enregistrement, les 2 heures d'enregistrement, je le considère pas comme des heures travaillées. Peut-être à tort, parce qu'il y a des moments où il faudra peut-être couper un petit peu. En plus, il y a quelque chose qui est assez compliqué, c'est que pour l'instant, on travaille depuis chez nous. Donc, faire la part des choses entre la journée de travail et la journée familiale, c'est des fois assez compliqué. Les unes vont se chevaucher par rapport aux autres. Donc, on attend maintenant de C'est retrouver. évident, à la maison, on a toujours tendance à oh bah allez, je vais vite refaire ça ou voilà. Ouais, tu vois. Entre deux choses, tu dis allez, je remonte au bureau, je vais vite au bureau faire ci et puis en fait, une demi-heure, un quart d'heure. Hier, typiquement, j'ai fait ma journée comme je te l'ai cité avant. J'ai eu un commercial le matin. L'après-midi, j'ai bossé sur le site. Le soir, je suis parti sur une animation dans un club. J'ai fait une animation jusqu'à 22h ou 23h. Je suis rentré à la maison et Vanessa était encore en train de préparer des commandes, quoi. Donc, et là, c'était à 1h du matin. Voilà, on a bossé jusqu'à 1h. Alors, on essaie aujourd'hui, ça a été beaucoup le cas la première année. Aujourd'hui, on essaie de condenser un petit peu plus le travail et puis de faire quelque chose d'un petit peu plus rythmé. Mais je pense que quand tu lances une activité et tu en sais quelque chose, les heures, tu les comptes pas, quoi. Et puis effectivement, le week-end, c'est soit animation, soit compétition. Donc de temps en temps, j'essaie de garder quand même un week-end où on arrive à couper un petit peu et rester en famille. Alors pas forcément pour partir, mais pour rester au moins à la maison et passer du temps en famille, quoi. Ok. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? C'est difficile à dire. Alors, il y a une compétence qui est super importante et dont je suis totalement dépourvu, c'est la rigueur.
Donc ça serait vraiment génial, mais heureusement que ma compagne est rigoureuse parce que sinon ça serait très compliqué, notamment au niveau administratif. Et c'est souvent ce qu'on rencontre auprès d'entrepreneurs, c'est que tu as un temps administratif qui est incompressible, ne rapporte absolument rien, mais qui est obligatoire. Donc ça c'est très compliqué à gérer. Après, les compétences aujourd'hui, c'est un métier qu'on n'apprend pas. Moi, je l'ai appris sur le tas parce que par la passion. C'est peut-être pas une compétence, je sais pas comment dire, mais c'est le rapport humain parce on travaille dans une passion, donc on s'adresse à des passionnés. Il faut être absolument passionné pour pouvoir en parler correctement et aimer l'échange. Il faut échanger pour pouvoir progresser et puis pour pouvoir partager cette passion, quoi. Donc peut-être cette qualité-là, pas rechigner à passer du temps au bureau, même si notre passion elle est au bord de l'eau, mais malheureusement on est quand même contraint de passer énormément de temps derrière le PC. Ouais, c'est les qualités principales, quoi. Pas avoir peur du temps de travail et être passionné. C'est vraiment très très important. Et si une chose qui est du coup très importante et notamment dans mon cas où je n'aime absolument pas l'administratif, je n'aime absolument pas la compta, c'est des choses dont j'ai horreur, c'est ne pas avoir peur de déléguer. Il y a des gens dont c'est le métier, qui sont très performants, j'espère aussi passionnés que moi je le suis dans mon métier. Et du coup, si tu arrives à t'entourer de personnes compétentes, même s'il faut les payer, il vaut mieux payer des personnes dont c'est le métier et qui te font gagner du temps et toi passer du temps vraiment à produire, plutôt d'essayer de, de tout faire soi-même. Alors, je suis admiratif des gens qui en sont capables. Moi, j'en suis absolument pas capable, donc je préfère déléguer ces parties-là. Tu vois, j'ai eu la chance de rencontrer la société City là, qui est la société qui me crée le site internet. C'est tout des gamins. C'est ça qui a été perturbant au départ. Tu arrives dans la boîte, tu vois que des 20-25 ans là, qui travaillent d'arrache-pied parce qu'ils sont passionnés des technologies et en fait, je suis tombé avec eux qui ont été d'excellents conseils et avec qui ça a matché. Donc eux pour la gestion du site, là pour le coup c'est vraiment top. Donc je pense qu'une des qualités c'est de savoir déléguer. Ok. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres dans ton métier? Oh, quelle est belle cette question. Aujourd'hui, c'est un défi que j'arrive pas à relever. C'est justement le partage du temps. Savoir avoir du temps pour la famille et du temps pour le boulot. Parce que étant donné que c'est un boulot passion, et ce temps-là, il est difficilement, et puis je te dis, je compte pas mon temps, je sais pas le compter. Et du coup, c'est difficile c'est un véritable défi. Et puis également, même de mon côté, arriver à faire la part des choses entre le temps passé sur ma passion et le temps passé au boulot, pour garder le côté passion quand je suis à la pêche. Alors, à la pêche, j'y vais bizarrement très peu. Enfin, tout du moins, je passe beaucoup de journées au bord de l'eau dans l'année, mais très peu pour pêcher moi-même. Quand j'y vais pour essayer du matériel, j'y vais pour conseiller un client sur ses futurs achats, j'y vais pour de la compétition. Mais pêcher tout seul aujourd'hui, cette année, j'ai eu une journée de pêche véritablement dans ce cadre-là. Donc sur peut-être on va dire 150 jours passés au bord de l'eau. Alors c'est pas 150 jours complets, comme on disait tout à l'heure. C'est quelques heures par jour, mais sur l'année, j'ai certainement eu les pieds à un moment de la journée 150 fois dans l'année. Il y a eu une seule journée pour moi et ça a été une journée à la fermeture de la pêche et voilà, et suite à une animation en Italie, quoi. Un peu plus, je pêchais pas du tout pour moi cette année, quoi. Donc voilà, arriver à garder la passion. Peut-être que voilà, c'est ça le plus gros défi, c'est arriver à garder la passion de la pêche, le fait d'y travailler tout le temps. Ok. Et il y a une chose qui est assez marrante, pardon, c'est étant donné qu'on travaille dans nos passions et qu'on travaille à la maison, il y a un autre défi qui est tout bête, mais c'est difficile et je le comprends parfaitement, mais c'est difficile de faire entendre à nos proches que c'est pas parce qu'on est et ça, je pense que tu le connais bien également. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on ne travaille pas. Et c'est pas parce qu'on travaille dans nos passions qu'on ne travaille pas. Ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile à faire entendre à quelqu'un qui a un rythme de travail un petit peu plus
un peu plus carrés que les nôtres. Il y a des moments, ça peut être un défi également. Qu'est-ce qui te motive à persévérer malgré les difficultés? Il n'y en a pas de difficulté. Je suis toujours motivée. Je suis toujours motivé. Il y a une difficulté, il y a des moments, on se dit, bah, dans telle activité, je ferai mon 35 heures, quand tu entends parler des salaires de telle ou telle branche d'activité. Je ferai un 35 heures ou un 39 heures dans telle ou telle activité, et ben, je sais que à la fin du mois, il y aurait tant qui tomberait sur le compte et j'aurais pas à m'en soucier. Et là, il y a des moments, tu te dis, ça vaudrait peut-être le coup de faire autre chose pour avoir un rythme un peu plus carré et puis du coup peut-être d'aller un peu plus à la pêche pour garder ma passion. Mais après, à tête reposée, tu te dis non, on est quand même dans un milieu qui nous plaît, un milieu passionnel qui a ses avantages et ses inconvénients, mais on est aussi compétiteur et du coup ben le but c'est d'y aller et de continuer et de faire grossir cette société parce qu'au départ je me disais bon ça serait un petit complément à mon activité principale, sauf que voilà, tu t'y mets dedans, si tu le fais à fond, bah, tu te rends compte que c'est 80% de ton temps, et si c'est 80% de ton temps, il faut que ce soit 80% de ton chiffre ou plus, quoi. Et du coup, bah, c'est la passion de la compétition, c'est de toujours faire mieux, et, euh, et, et pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Tu relèves des défis pour toi. Tu auras pareil, je fais une compétition, alors c'est pas pour être meilleur que les autres, c'est pour être meilleur que moi-même. Euh, c'est tout, quoi. Et puis si t'es meilleur que toi-même, bah t'as les résultats qui sont chiffrés par rapport aux autres, mais c'est déjà tu t'es surpassé. Et je pense que dans le cadre du boulot, c'est pareil. C'est ce qui permet de se motiver à chaque fois, c'est toujours être meilleur moi-même et de pas aller à l'échec. Alors l'échec, on le connaît au quotidien, hein. On le connaît au quotidien, mais il faut pas que la balance échec soit dans le négatif, quoi. OK. Et donc, quels sont les moments les plus gratifiants dans ton travail? Ah, les messages, ça, c'est trop bien. C'est les messages des gars qui disent, Greg, t'avais raison, tel, euh, tel matériel me correspond beaucoup mieux. Et ça, pareil, ça, c'est le petit challenge qu'on se met tous les jours en disant, bah, il y a quelqu'un qui va me demander un conseil et c'est d'arriver à le conseiller au mieux, juste en connaissant la personne. Tu prends des informations sur la personne et en fonction de ces informations, si tu connais bien le matériel que tu vends, tu lui dis, bah, à toi, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu aimes et par rapport à qui tu es, et ben, il va falloir telle canne, tel moulinet, tel soie. Et là, tu vas prendre du plaisir. Et là, dans la foulée, la personne peut s'équiper des produits que tu lui as conseillés. Et tu reçois un message dans la foulée en disant, ça y est, j'ai trouvé vraiment ce qui me correspond. Et, euh, et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très cool. OK. Et puis Ah bah, après, super. alors ça, c'est un petit peu différent, mais euh, moi, enfin, j'aime bien les stats également, donc au mois par mois suivre les stats et voir que la société progresse, ça aussi, c'est gratifiant. Mais au quotidien, ce qui est vraiment gratifiant, c'est les messages des gens. Alors on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur des conseils, entre les messages sur les réseaux, les messages sur le téléphone, les messages par mail et les coups de téléphone. Donc, ce qui est frustrant, c'est de pas pouvoir répondre tout le temps à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est hyper frustrant parce que tu sais que bah il y a des gens qui attendent ta réponse et matériellement t'as pas le temps. Mais on essaye de le faire au maximum. Donc ça, c'est la frustration. Mais ouais, par contre, quand tu reçois au contraire après la question que tu reçois le message qui te dit bah c'est exactement ça que j'avais besoin, ça c'est top. C'est vraiment top. OK. Bon, et puis je suppose que monter sur le podium de champion du monde aussi, c'est gratifiant. Ouais, mais là on n'est plus dans le boulot. Là, c'est le côté passion. Voilà, c'est la C'est le passion. côté. Ouais, ça c'est top. Alors, il faut pas se voiler la face, hein. Ça sert également, ça alimente également le travail au quotidien, hein. Quand quand le pêcheur passionné voit que tu es passionné également et qu'en plus tu réussis dans ta passion, c'est une bonne pub forcément. Mais la partie compétition, ça reste la partie loisir, quoi. C'est ça. OK. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter,
liées à ton métier, justement? Non, la plus belle des anecdotes, c'est peut-être le lien entre la passion, qui est devenue de passion le métier, qui est devenu le métier, qui est devenu la rencontre avec Vanessa, qui est devenue aujourd'hui Roxane, qui est ma fille. Voilà, ça c'est peut-être la plus belle anecdote. C'est pas une anecdote qui est forcément rigolote, c'est vraiment une tranche de vie, mais comme quoi la passion a fait que toute ma vie aujourd'hui est orchestrée autour de ça, et que ce soit du coup la vie professionnelle et puis la vie privée. Et ça, c'est peut-être la petite anecdote qui est marquante, c'est d'arriver de faire d'une passion une vie complète, quoi. Super. Et donc, pour finir, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite vivre de sa passion, ce serait lequel? Alors, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite vivre de sa passion, c'est peut-être de le faire à fond, de le faire de manière passionnelle, de complètement oublier qu'il n'y a pas forcément de débouché dans sa passion, parce que c'est pas vrai. Toutes les passions amènent à un débouché. Par contre, ne pas oublier quand même que c'est un métier et qu'il faut le faire avec le sérieux nécessaire, qu'on a la chance de vivre de notre passion, mais pas forcément, on vit de notre passion, mais pas forcément à notre passion. Donc, moi, je vis de ma passion parce que je vends du matériel de pêche, mais c'est pas pour autant que j'ai les pieds dans l'eau. Donc, faut le faire, faut vivre de notre passion de manière passionnelle, mais avec la rigueur d'un travail qu'on pratique au quotidien, quoi. Ça, c'est vraiment important. Et puis de bien s'entourer, c'est super important. On est toujours plus fort en équipe que tout seul. Et même si on travaille entre guillemets tout seul, parce que effectivement sur les statuts de la boîte, je suis tout seul. Et il y a plein de gens qui travaillent avec nous, ou il y a plein de gens avec qui on travaille. Aujourd'hui, on travaille ensemble. Tout à l'heure, je vais avoir le gestionnaire du site au téléphone, et après j'aurai mon comptable, et puis voilà. Donc c'est vraiment important de vivre ça de manière passionnelle et de bien savoir s'entourer. C'est super important. Eh ben, super. Merci beaucoup, Greg, du temps que tu nous as consacré aujourd'hui avec ton planning chargé. Je sais que Merci c'est beaucoup, très Lily. Merci beaucoup d'avoir participé et hâte de diffuser cet épisode. En tout cas, Merci de beaucoup pour partager tout ça. toi. Longue vie à ton podcast et puis à toutes tes activités. Je sais que tu es bien chargé également. Et puis, on se voit ce week-end dans un autre cadre que celui professionnel. Voilà. On va réussir à couper au moins une demi-journée de notre activité, de nos activités. Et voilà. C'est super. Merci beaucoup, Greg. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!